commence cet après-midi avec une très belle session sur le thème de les collaborations au cœur de mobilisation éthique-citoyenne et aux frontières de l'action militante. Alors, sous ce vaste thème, on va entendre des communications qui vont traiter de lutte éco-sociale autochtone, qui vont traiter de santé environnementale, d'agroécologie et du rapport au savoir et engagement éco-citoyen chez des élèves congolais. Alors, on va avoir des participants africains tout à l'heure avec nous. Alors, on commence par une première présentation de Alexis. Alexis, où il était? Où il est, Alexis? Voilà. Alors, Alexis Legault. Alexis Legault, il est étudiant à la maîtrise en sciences de l'éducation à l'Université de Sherbrooke. Il détient un baccalauréat en enseignement préscolaire et au primaire. Et ses intérêts de recherche portent sur l'éducation à la citoyenneté écologique et numérique, l'éthique professionnelle, les perspectives autochtones et les mouvements sociaux. Inspiré par ses implications légales, son travail de recherche se penche actuellement sur l'étude des apprentissages éco-citoyens réalisés au sein de mouvements environnementaux alliant les perspectives autochtones et allochtones. Et Alexis travaille sous la direction d'Adolfo, que nous avons eu le plaisir d'entendre ce matin. Il est professeur à l'Université de Sherbrooke en fondement de l'éducation et en éducation relative à l'environnement. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Je suis vraiment content de pouvoir faire cette présentation-là et d'amorcer comme ça un très haut volet, je trouve, de notre journée. Avec ma présentation qui s'intitule Recherche collaborative en contexte de lutte éco-sociale autochtone, et donc sous la direction d'Adolfo. Et j'ai pris le temps de parsemer un petit peu ma présentation. L'essentiel des photos proviennent d'Initasinam, territoire Innu. J'ai eu la chance d'être accueilli pendant quelques mois récemment. Donc, je commence avec les principes, les valeurs qui sont le fondement de la recherche en contexte autochtone pour mettre le contexte. Les principaux principes, c'est la propriété, le contrôle, l'accès et la possession. On l'entend au sens beaucoup des données, la collecte de données du processus et des résultats qui vont ressortir des recherches qui sont effectuées. Et il y a les trois valeurs fondamentales qui sont sorties par les peuples eux-mêmes, celle du respect, de l'équité et de la diversité, donc à avoir derrière la tête dans l'ensemble de ce qu'on peut faire comme recherche collaborative en contexte autochtone. Il y a évidemment plusieurs enjeux qui se présentent lorsqu'on fait une recherche collaborative en contexte autochtone. J'en mentionne quelques-uns. Le premier, c'est celui qui, par l'attrait qu'il y a présentement pour les réalités autochtones, amène à des communautés, en fait, qui se retrouvent à être sursollicitées, où on a, nous, à faire notre travail de chercheur préalablement pour regarder qu'est-ce qui a été produit. Parce que dans les dernières années, les communautés autochtones ont produit beaucoup de matériel et il faut d'abord s'assurer d'avoir fait un certain tour de matériel existant pour éviter d'avoir à demander encore des efforts des communautés qui ont peut-être déjà produit le matériel qui pourrait nous être utile. Ensuite, on en a discuté un petit peu tout à l'heure, l'idée de répondre aux besoins, en fait, des personnes participantes. Donc, de s'assurer que notre recherche ne soit pas considérée, parce que c'est souvent le cas, la recherche, même s'il y a l'idée de diffuser des connaissances à travers la société, de partager les savoirs traditionnels, c'est souvent perçu par l'historique colonial qu'on connaît, notamment l'historique colonial de la recherche, comme à nouveau une extraction. Donc, on peut le voir dans les communautés comme si les chercheurs venaient chercher encore une fois quelque chose, cette fois-ci des savoirs, pour l'utiliser dans une logique de partage, mais tout de même pour le bénéfice de sociétés allochtones et donc s'assurer toujours d'avoir une pensée pour s'assurer que la recherche profite
aux communautés et aux participants. Et il y a finalement la négociation du savoir, du pouvoir, pardon, qui est particulièrement importante parce qu'on sait que dans la logique de la recherche collaborative, il y a cette idée de venir rapprocher le rôle du chercheur du rôle du participant, de mettre, pas forcément sur un pied d'égalité, c'est dans cette logique-là, mais de s'assurer donc que dès les tout débuts de la recherche, on a une pensée pour savoir si cette recherche-là contribue à des objectifs qui sont ceux des communautés. Et donc, une des choses qui est à préconiser, c'est de réaliser une entente de collaboration. Donc, en amont idéalement, de la création même des objectifs pour s'assurer que tout le monde y trouve son compte. Et il y a un travail de plusieurs chercheurs qui a mis en évidence 5 grands points de rupture qui sont constatés par des intellectuels autochtones du fonctionnement de la recherche actuelle. Le premier, ce sont les rôles exclusifs. Donc, le rôle du chercheur et le rôle du participant qui ne sont pas assez souvent en dialogue. Ce qui mène au deuxième point, qui est celui de participants qui sont considérés comme trop passifs à l'intérieur des recherches. Le troisième point, c'est celui qui vient à la suite, en fait, parce que c'est le peu d'engagement qu'on accorde aux personnes participantes dans le processus d'interprétation des données. Donc, éventuellement, également, le peu d'attention qu'on accorde au retour des résultats pour que les participants, les communautés puissent les constater. Le quatrième point, c'est celui d'une recherche qui est considérée par les communautés comme étant trop théorique et trop éloignée des intérêts immédiats des communautés. Et finalement, le cinquième, qui concerne la logique qui manque au niveau heuristique de compréhension, souvent de la part des chercheurs, de ces interrelations-là entre le vivant et entre le vivant et le non-vivant aussi, qui vient également dans une logique qui fait trop souvent abstraction des expériences de vie, des expériences vécues des personnes en communauté. J'arrive, je vous amène sur un autre plan, celui de la protection du territoire. Je vous amène là parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a une réalité qui est celle de la volonté de protection du territoire qui permet à de différents égards d'unir des groupes éco-citoyens environnementaux majoritairement autochtones et des groupes, des communautés autochtones et des luttes autochtones. On s'unit régulièrement, et je vous montrerai de manière plus empirique ensuite, autour d'enjeux de protection du territoire. Ce que j'ai constaté en faisant une petite revue de ce qu'il y avait dans la littérature pour l'instant, c'est qu'on a des chiffres conservateurs à travers la dernière centaine d'années, et c'est quelque chose qui est vraiment en accélération, du moins au niveau de la documentation, des dizaines et des dizaines de cas où on a vu des groupes autochtones, éco-citoyens, environnementaux et des groupes autochtones, des communautés qui se sont alliés autour d'enjeux de protection du territoire. Et je ne parle pas d'enjeux de protection environnementale de manière générale. On n'est pas dans une logique de transition. Au niveau de la protection du territoire, des luttes qui ont été menées, on est à près d'une centaine qui ont été recensées dans le Canada, et le Québec étant les endroits où on repère le plus de ce type de lutte-là et donc le plus de ce type d'union-là entre autochtones et allochtones autour des enjeux de protection du territoire. Et ce qui fait en sorte qu'on remarque que dans la vaste majorité des conflits d'envergure assez importante et donc des luttes de protection du territoire, il y a d'une manière ou d'une autre une collaboration avec des groupes ou des communautés autochtones. Et, pas forcément plus intéressant, mais qui ajoute une couche d'intérêt, c'est le fait qu'on remarque que selon les différents critères qu'il y a dans ces différentes recherches-là, lorsqu'on considère une lutte comme ayant été remportée par le camp écologiste, dans l'ensemble de ces grandes luttes-là qui ont été remportées, on constate qu'il y avait collaboration d'une manière ou d'une autre active de groupes autochtones. Et donc, ça a un impact particulièrement important sur le résultat de ces grandes luttes de protection-là, ces unions entre autochtones et autochtones. Je m'appuie ici, dans les deux prochaines diapositives, sur une liste de points particulièrement importants qui ont été soulevés par
qui ont été regroupés en fait par Bengovi, inspirés de différents autres auteurs, pour mettre en place un processus méthodologique qui convienne à une logique collaborative, spécifiquement dans le contexte autochtone et de protection de l'environnement. Et donc, le premier, c'est de s'assurer de démontrer, et ce, tout au long de la recherche, un engagement qui est constant au niveau réflexif, au niveau critique. Le deuxième point qu'elle amène, c'est celui de reconnaître l'historique colonial qui vient mettre l'ensemble de ce contexte-là dont on doit être conscient quand on traite de recherche dans ces contextes-là. Le troisième point, c'est celui d'intégrer au niveau personnel, et donc au-delà de la recherche, une perspective et une réflexion critique décoloniale autant que possible. Le quatrième point, celui d'adopter une approche qui soit considérée comme participative, pour elle radicalement participative, et tournée vers un changement social. Et connexe au cinquième point, qui est celui d'y contribuer à des changements sociaux, structurels, apparemment, mais dans une logique de transformation qui soit orientée vers les demandes, vers l'agenda des communautés. Il y a le sixième point qui est celui de s'engager vers le développement d'une relation de réciprocité, donc cette conscience-là entre le vivant et le non-vivant, l'idée d'intégrer les perspectives autochtones et de le faire dans la logique de l'écriture aussi, donc de se baser sur des auteurs autochtones, de promouvoir l'expression de la parole autochtone dans différentes diffusions d'informations et finalement, lorsque ça peut s'appliquer, de redistribuer évidemment les gains financiers qui pourraient être amenés à être. Je vous amène très rapidement avec le partenariat sur le cas qui m'intéresse spécifiquement dans le cadre de ma maîtrise, celui du mouvement de la Grande Marche pour la protection des forêts, un mouvement de protection de l'environnement qui unit autochtones et allochtones. Et l'objectif même, selon les mots utilisés par ce mouvement-là, c'est de venir unir, de créer des liens, et ce, autour de la protection du territoire. Et ce mouvement-là, on parle de recherche collaborative depuis tout à l'heure, et pour moi, ça va de soi que d'approcher un mouvement comme ça dans une logique collaborative ou minimum participative, parce qu'il y a eu toutes sortes de collaborations dans ce mouvement. Collaboration, premièrement, avec les premiers peuples à différents niveaux. Les personnes Inuits qui faisaient partie du petit comité initiateur du mouvement, des liens avec différentes communautés, Ganzibi, Pessamit, Wendake, le Grand Conseil Atikamekw qui a offert l'appui, donc à travers de nombreuses nations de pratiques larges et avec différents centres d'amitié autochtones. Mais plus largement encore, c'est un mouvement qui a impliqué différents liens et des liens complexes avec foule de groupes. Des groupes environnementaux, des différents groupes organismes locaux. Il a laissé la place à des porte-paroles pour s'exprimer lors de différents événements publics, des porte-paroles de plusieurs autochtones de différentes nations, qui a impliqué des liens avec le milieu scolaire aussi à travers des activités d'éducation plus formelles, et même qui a amené le milieu artistique à collaborer à travers l'appui de différents artistes de différents milieux autochtones. Et donc, au niveau de ma démarche, il y a déjà certains petits pas que j'ai commencé à faire dans une logique participative collaborative. J'ai des contacts avec certaines personnes qui font partie du mouvement, des personnes allochtones pour l'instant, dont qui ont eu de nombreux liens avec différentes communautés, pour m'assurer d'abord de présenter quelque chose qui est véridique, quelque chose qui correspond aux perspectives des personnes qui ont participé au mouvement et pour que je puisse m'assurer de refléter un message lors de différentes présentations que j'ai faites qui soit le plus en phase avec ce que ces personnes-là ont pu considérer. Et donc, de prendre en compte les différentes perspectives. Et évidemment, c'est un travail qui m'amène à approfondir ma compréhension du mouvement à travers les discussions que je peux avoir avec ces personnes. Et il y a plusieurs étapes qui vont donc être à réaliser pour ouvrir sur autre chose, pour poursuivre ce processus-là, parce que je termine ma première année à la maîtrise présentement. Et donc, il y a tout un processus éthique très important, donc, qui va mener à un processus de collecte, d'analyse. Et à travers l'ensemble de ce travail-là, je retiens certains éléments que je vous ai présentés. Donc, le premier, celui
de m'assurer de consulter et de consulter de manière régulière. Pas simplement au départ, pas simplement à la fin, mais tout au long du processus pour, et à mon deuxième point, m'adapter. M'adapter au niveau des objectifs de ma recherche, au niveau des processus analytiques, méthodologiques que je vais pouvoir utiliser pour que ça corresponde à ce que ces groupes-là souhaitent réaliser. Et finalement, s'assurer de partager avec eux des résultats dans le sens où on peut leur ramener à eux les résultats, mais de partager avec eux dans le sens où je souhaite éventuellement pouvoir diffuser les connaissances qui sont générées par ce mouvement-là, ce mouvement pluriel, complexe, de pouvoir le partager avec des personnes qui ont fait partie du mouvement pour plus largement dans la population. Donc, voilà. Merci beaucoup, Alexis. C'est un vrai plaisir de t'entendre. C'est très clair, ça stimule, c'est merveilleux. C'est tellement important de documenter les mouvements sociaux. On en perd la mémoire. Il y a tellement d'apprentissage dans tout ça, puis de recueillir, de comprendre. C'est vraiment formidable. Est-ce que, de votre côté, il y aurait des questions d'approfondissement? J'avais juste une petite question par rapport à ce que tu disais au départ, que vous avez parlé vraiment de la publication, finalement des chercheurs en milieu autochtone. Alors, où est-ce que tu as trouvé le plus d'informations? Est-ce que, par exemple, dans les bases de données régulières, c'est comme l'institut ou est-ce que les instituts ne sont pas toujours attachés peut-être à l'Institut universitaire à l'automne? En fait, ce que je peux répondre tout simplement, c'est d'abord, j'apprends encore à découvrir ces différents lieux-là où je peux trouver de l'information. Et pour l'instant, c'est beaucoup à travers des contacts. C'est beaucoup en discutant avec les différents chercheurs, différentes personnes autour de moi que j'en arrive à développer ces petits réseaux-là et à savoir quel type d'informations sont pertinentes. Mais je n'aurais pas la prétention de savoir présentement quel milieu ils utilisent ou non. Mais effectivement, ce qui est certain, c'est qu'il y a un travail important à faire, oui, dans la recherche d'informations sur les perspectives autochtones, écrit par les chercheurs autochtones, parce qu'il y en a beaucoup, c'est une large documentation, mais c'est minimalement d'avoir ce souci-là, puis ensuite, c'est à voir où est-ce qu'on trouve, mais toujours avoir ce souci-là d'intégrer une partie de perspectives autochtones issue des communautés. Quelqu'un en ligne après? Ben, écoute, oui. Juste peut-être ajouter des éléments que tu peux confirmer, non? Mais le terrain de la recherche d'Alexis est complexe parce que ça ajoute une complexité importante de faire une recherche de collaboration comme celle qu'il va faire. Et quand même, on a certaines conditions. Je pense que c'est intéressant de mentionner quelques éléments qui font en sorte que c'est réaliste. Non? Un des éléments fondamentaux que tu pourrais ajouter, c'est que lui, il arrive rapidement, mais il a été sur le terrain 3 mois avant de commencer la recherche. Donc, il fait partie d'une communauté, en quelque sorte, qui est intéressée à documenter ce qu'il va documenter. Et un deuxième élément que je trouve que c'est vraiment important, c'est qu'à la faculté d'éducation à l'Université de Sherbrooke, on a un conseiller pédagogique en perspective autochtone, qui est vraiment une aide incroyable pour la méthodologie de la recherche et pour faire de nouveaux contacts qu'Alexis a fait, etc. Et éventuellement, le prochain poste qu'on va ouvrir dans mon département, c'est un poste en perspective autochtone qui vient ajouter un appui super important sur ce type de projet. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments que tu peux ajouter sur les conditions de ton projet qui facilitent et font en sorte que c'est réaliste. J'ajouterais sur ça, en fait, d'abord, l'importance, on n'aura pas tous les mêmes occasions, les mêmes contextes d'exploration. Moi, mon contexte dont Adolfo parlait, c'est le fait que c'est pas directement lié au projet, mais mon dernier stage au baccalauréat, ce qui remonte à pas si longtemps, a été réalisé en communauté Innu, Taïwanchit, sur la Côte-Nord. Et c'est certain que ce type d'expérience-là concrète apporte quelque chose qui, s'il n'est pas supérieur, est éminemment complémentaire
à tout ce qu'on va pouvoir lire pour comprendre les perspectives autochtones. Quelque chose de particulièrement important à aller au contact. Je pense que la recherche collaborative, c'est une partie de ça, c'est une partie de ce contact-là qui est absolument nécessaire dans cette logique de comprendre une situation et on souhaite la comprendre. On parle de perspectives autochtones, c'est des perspectives, j'appuie sur ça, c'est multiple, c'est divers, il y a plein de fils conducteurs à travers ça et la relation avec le territoire, c'est probablement un des fils conducteurs les plus importants, mais c'est des perspectives qui sont multiples, c'est important de se documenter largement sur l'ensemble de ces petits bouts de perspectives-là qui forment cet éventail de compréhension-là des enjeux environnementaux. Et tu sais, Alexis, je suis en train de lire le très beau livre de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, Ils étaient l'Amérique, où justement on parle du rapport sur le territoire entre les nations autochtones, ce qu'on appelait les Canadiens et les Français. Et je pense que cette perspective-là historique est intéressante pour peut-être en comparaison pour mieux comprendre comment tout ça a évolué. Ça me touchait particulièrement d'entendre parler de ta recherche. Effectivement, l'enjeu historique est quelque chose de tellement important à saisir, ne serait-ce que pour comprendre les réactions auxquelles on peut avoir droit lorsqu'on entend un mot, on entend en fait un processus de recherche impliquant les communautés. Je ne me souviens plus de l'auteur qui a écrit ça, mais il y a cette idée comme quoi, probablement qu'un des mots qui a été les plus salis, c'est le mot recherche pour les communautés autochtones. Donc, il faut être conscient de ça. C'est quelque chose qui, pour certains, est très profond. Puis je reviens, je vais terminer sur ça, mais il y a le dernier truc que je voudrais dire, c'est revenir sur l'idée que c'est une extraction pour certains. Il faut se souvenir de ça pour leur montrer ce qui va retourner aux communautés. Et donc, le plus simple, c'est de partir de leurs besoins, de leurs objectifs et pas partir des nôtres. Voilà. Merci vraiment. Alors maintenant, on va entendre Clara Boutet qui est à distance avec nous et sur une présentation sur approche participative en santé environnementale, la méthode de co-construction. Et là, j'ai quelques notes sur Clara Boutet. Elle est doctorante en anthropologie sociale au laboratoire interdisciplinaire en études culturelles à l'Université de Strasbourg. Et ses recherches portent sur les démarches participatives dans le champ de la prévention en santé à partir de l'ethnographie de l'élaboration d'un programme de prévention en santé environnementale. Alors, c'est un plaisir de vous entendre, Clara Boutet. Je peux démarrer? Oui. Ah, ok, très bien. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis très heureuse de vous présenter mon travail aujourd'hui. Effectivement, j'utilise la démarche ethnographique pour observer, décrire et analyser l'ensemble du processus d'élaboration d'un programme de prévention qui s'appelle Kwapoluki. Et ce programme porte sur les pollutions et le fonctionnement du corps. Il s'adresse à des enfants de 9-11 ans en école et en centre de loisirs. Et sa particularité est d'avoir été conçu avec et pour ses destinataires. Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais vous parler de l'itinéraire méthodologique de cette démarche de co-construction. Je vais commencer par vous présenter la méthode et puis ensuite l'équipe pluridisciplinaire qui est à l'origine de cette démarche. Ensuite, je vais vous parler un peu des ateliers de co-construction avec les enfants et enfin vous présenter le programme dans sa forme finale. Pour vous parler de la méthode elle-même, on peut reprendre l'exemple que vous voyez s'afficher d'un escargot qui représente la boucle itérative de la démarche participative mise en œuvre, avec en son centre des réunions d'équipes, donc des équipes professionnelles, pluridisciplinaires que je vais vous présenter ensuite, avec une phase d'idéation, donc de réflexion pure, pour lesquelles les prérequis initiaux sont uniquement le fait de vouloir faire un programme de prévention pour les enfants sur le thème des pollutions.
mais avec aucune préconception, ni de la forme, ni des contenus, ni de la façon de s'adresser aux enfants. Et ensuite, voilà, il y aura une phase exploratoire, des prototypages, une mise en test des prototypes, des ajustements en fonction des retours des enfants, à nouveau un prototypage, à nouveau une mise en test, des ajustements, etc., jusqu'à arriver à la fabrication, à la diffusion du produit fini, une fois qu'il est acceptable pour l'ensemble des acteurs. Pour reprendre les éléments théoriques de la co-construction, on peut parler de la construction collective d'un objet autour de valeurs partagées à travers la mise en relation de parties hétérogènes. On dit que sa mise en œuvre dépasse l'approche participative, qui en général se propose de joindre les publics concernés au processus décisionnel, mais là, il s'agit d'intégrer les usagers. Cet engagement dépasse la simple concertation et consultation, mais convie les usagers à la table, selon l'expression consacrée, aux côtés des décideurs et des financeurs, et induit l'exigence de rester fidèle à une méthodologie qui se construit toujours autour de son objet. C'est une méthodologie sui generis, elle ne peut pas se répliquer d'un objet à un autre. Pour vous présenter les parties hétérogènes en question, je vais vous parler de l'équipe pluridisciplinaire qui dépend d'un conseil scientifique auquel appartiennent 2 médecins qui vont former une équipe, d'abord à partir d'un binôme composé d'une designer en innovation sociale, designer qui utilise des méthodes de design thinking, on appelle aussi designer de service, qui va s'occuper de penser le dispositif et de concevoir les objets. Elle s'associe à une qualitativiste, c'est-à-dire quelqu'un qui est spécialiste de méthodes qualitatives, de méthodes de sciences humaines et sociales, et qui va prendre en charge le recueil des représentations des enfants dont je reviendrai, sur lequel je reviendrai juste après. Cette équipe s'agrandit et elle se compose aussi d'une journaliste scientifique qui va recueillir et faire un état de la science et recueillir les contenus scientifiques, mais aussi d'un auteur jeunesse qui par ailleurs est médecin et qui va s'occuper de vulgariser ces contenus scientifiques, aussi d'un maître d'œuvre qui va fabriquer, mettre en série, diffuser le programme, et des destinataires que sont à la fois les enfants, donc au centre ou autour de la table, selon les points de vue, et aussi les enseignants qui vont pouvoir formuler leurs attentes et leurs contraintes. Au cœur de cette histoire de co-construction, il y a, comme le disait la présentation précédente, la question d'identifier les besoins et de s'organiser autour de ces besoins. À cette équipe s'ajoute, je reviens sur le précédent, s'ajoute une ethnologue, en l'occurrence moi-même, qui est là en tant qu'observatrice extérieure et qui a pour vocation de rendre compte de la méthode utilisée. Et c'était une demande de la part des coordonnateurs. Le parti pris de cette méthode de co-construction se base sur un pari, en fait, qui est fondé sur l'idée de comprendre pour agir, avec l'idée d'avoir accès à des savoirs dans un esprit mutualiste, avec cette idée de piocher parmi les savoirs et de pouvoir agir en connaissance de cause. C'est aussi garant de mettre en action la capacité d'agir des acteurs. On parle aussi d'empowerment, qui sont des choses dont on entend beaucoup parler dès qu'il est question de co-construction et qui est en lien avec l'engagement citoyen. L'idée, c'est donc de passer du discours aux actes pour atteindre d'ailleurs les impacts, les effets escomptés sur les comportements qui sont les attentes en matière de santé publique. À l'origine de ce programme, donc vous avez compris la méthode, vous avez vu l'équipe qui la met en œuvre, il y aura une phase décisive qui va être la phase exploratoire, qui va réunir 4 groupes d'enfants sur des territoires variés en France. Et l'objectif, c'est de recueillir les représentations des enfants sur le thème des pollutions à partir d'exercices divers. Et cette première phase, elle va être absolument décisive parce qu'elle va donner le socle à l'ensemble du programme. Et en fait, la consultation se fait autour du thème de la pollution,
qui devient très vite les pollutions parce que les enfants en distinguent plusieurs types. Et c'est autour de ces types de pollutions que le programme va se constituer. Alors, parmi ces pollutions, on a évidemment la pollution de l'air qui est très représentée, ainsi que la pollution par les déchets, qui est une pollution très visible et donc très vite citée par les enfants. Mais ils vont aussi mentionner la pollution alimentaire, ils vont être très concernés par l'ajout d'additifs alimentaires, la question des actions des industriels sur lesquelles ils n'ont pas de maîtrise. Ils vont aussi parler d'une pollution lumineuse, surtout en milieu rural, d'une pollution publicitaire, pollution spatiale aussi, mais aussi, peut-être plus surprenant, d'une pollution mentale à travers l'usage des écrans. Cette phase exploratoire va aussi être l'occasion de cerner le ton avec lequel les enfants ont envie qu'on s'adresse à eux. Ça va aussi être l'occasion de voir dans quelle sphère, il se trouve que c'est la sphère scolaire qui va être plutôt plébiscitée, ce qui peut paraître assez logique parce que c'est le lieu d'apprentissage le mieux représenté, mais voilà, c'est dans cette phase exploratoire qu'on va les rencontrer sur plusieurs thématiques. Et la qualitativiste, dans ses bilans, va mettre au jour qu'ils ont une grande conscience des enjeux liés à la pollution, une compréhension aiguë des rouages, mais aussi déjà un accès à la complexité de ces questions. À partir des éléments de cette phase exploratoire et des divers ateliers qui vont se mettre en œuvre, le programme va prendre la forme de mallettes pédagogiques thématiques qui vont reprendre les différents types de polluants et qui systématiquement vont associer un polluant à un effet sur le corps. C'est-à-dire que chaque thématique a pour objectif de répondre à une grande question qui est est-ce que le polluant, par exemple les emballages plastiques, ont des effets sur l'environnement et sur mon corps? Et à partir de cette grande question, en plusieurs phases, ça va être des sous-questions qui vont permettre de répondre à cette question. Donc, on voit afficher les grandes thématiques autour des emballages en plastique, 2 thématiques sur les écrans, 2 sur l'alimentation, une sur les pollutions sonores, etc. Et chaque mallette contient les éléments pour mettre en œuvre les ateliers. Chaque thématique va ensuite se dérouler selon un même format, avec toujours le démarrage avec l'ouverture de la mallette où les enfants découvrent la thématique. Ensuite, une phase qui s'appelle le laboratoire du savoir, qui va être la phase théorique qui va traiter la question sur le polluant et le système du fonctionnement du corps qu'il aborde, où vous voyez là les grandes questions affichées. Ensuite, un jeu sur le corps qui peut être une façon d'avoir des approches plus sensorielles, parce que ça a été quelque chose qui est beaucoup ressorti aussi de la phase exploratoire, où chaque polluant était très lié en fait au sens, ou à un sens en particulier. Et enfin, une phase plus créative qui va mettre en œuvre des travaux manuels. Et en fait, l'idée, c'est de rendre acteurs les enfants, mais avec une conception où eux-mêmes ont été acteurs à la base donc ils ont été acteurs de la conception du programme, et l'idée est de les rendre acteurs d'une autre façon dans l'usage de ce programme en tant qu'usagers et destinataires. On voit que la science est au centre des contenus abordés par le programme, du fait même de sa thématique, pollution et fonctionnement du corps. Et dans les enseignements scolaires conventionnels en France, en tout cas, les thématiques environnementales ne sont pas toujours très développées. Il y a un appel à ça, mais elles semblent beaucoup moins développées qu'au Québec en particulier. Et enseigner ces thématiques, en particulier quand il s'agit de questions socialement vives, demande un changement de paradigme concernant les savoirs scientifiques. En effet, les questions socialement vives engagent un positionnement en faveur d'une culture scientifique en lien avec la responsabilité civique et le dialogue social. Et le programme tente, par ses contenus, de transmettre l'idée que la science n'est pas un savoir figé et de rendre les enfants acteurs de leur apprentissage. Mais ça ne peut pas se faire dans un enseignement classique, traditionnel, descendant, etc. Donc le programme propose aussi ce format-là, après avoir consulté les enfants.
Enfin, on peut voir que ce programme, dans sa mise en œuvre, il tente de répondre aux principes de l'éducation relative à l'environnement, notamment développé bien sûr par Lucie Sauvé. Je suis très heureuse de parler devant vous. Pour mettre en avant la relation entre personnes, société et environnement et aborder la notion d'éco-socio-système. Les finalités de l'éducation relative à l'environnement, en ce qu'elle participe à la préservation de la qualité de l'environnement, à l'épanouissement de la personne dans sa relation à l'environnement et aussi à favoriser la pensée autonome, critique et collaborative, voilà, rejoignent les engagements de ce projet et la méthode collaborative mise en œuvre à son origine. Les éléments de cette phase exploratoire en particulier ont été développés dans un article publié dans la revue Éducation relative à l'environnement en 2020. Si vous voulez aller plus loin dans la démarche spécifiquement développée dans cette première phase qui après a donné lieu au programme. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère avoir été claire et audible. Voilà, Clara. Désolée pour la technique n'est pas parfaite. Là, comme on n'est pas chez nous, mais dans une autre université, on ne la maîtrise pas aussi bien qu'on voudrait. Mais l'important, c'est de t'avoir bien entendu présenter ce projet, mais d'une très, très grande pertinence au regard des questions qui nous préoccupent dans le cadre de ce colloque. Et il y a plusieurs participants ici dans la salle qui te voient à travers un grand écran. Et même si malheureusement, on ne peut pas tourner la caméra vers toi, mais ici, il y a une trentaine de participants qui t'ont entendu. Et on a un certain moment pour un échange, questions et puis t'entendre y apporter des éléments de réponse. Alors voilà, il y a Aurélie Joigne, notre collègue, qui souhaite d'abord te poser une première question. Aurélie. Oui, bonjour Clara, merci pour la présentation. Est-ce que tu m'entends, Clara, quand je parle? Oui, j'entends. Je me concentre pour entendre, mais j'entends. Merci pour la présentation qui présente en fait relative à une démarche de design thinking en partie en milieu scolaire. Tu dis que tu es ethnographe de la démarche et dans la présentation, on te voit assez peu. Et j'aurais voulu savoir comment toi, tu travailles, c'est-à-dire quelle est ta démarche ethnographique et voilà. Et ma deuxième question, par rapport à l'introduction de cette démarche de design thinking à l'école, je me posais la question, voilà, est-ce que, comment dire, il n'y a pas une sorte d'introduction d'une sorte d'ingénierie sociale au sein de l'école? Voilà, donc j'ai deux questions. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à la première question, effectivement, dans la présentation, je me suis complètement effacée parce que voilà, c'était vraiment l'idée de présenter la démarche elle-même. En fait, moi, j'ai suivi l'ensemble du processus en assistant à l'ensemble des ateliers de co-construction, mais aussi à l'ensemble des réunions d'équipe, soit en plénière, soit entre certains des membres. Et voilà, j'ai pris en note, j'ai enregistré, j'ai côtoyé l'équipe pendant un peu plus de 2 ans. Et ce qui a donné ensuite l'objet de ma thèse. Quand j'ai rejoint l'équipe initialement, c'était pour une mission, pour juste rendre compte de cette phase exploratoire. Et finalement, l'idée de la thèse est venue après, et elle a été financée du coup par les coordonnateurs du programme, enfin par le commanditaire, le financeur, donc ce qui bien sûr peut poser des questions en termes de positionnement, etc. Mais en réalité, j'ai été complètement libre dans la façon de construire mon objet, mais j'ai pu assister à l'ensemble des démarches, enfin des événements qu'il y a eu.
et aussi, du coup, pu développer un regard critique au-delà de seulement descriptif sur ce projet et sur la démarche. Pour répondre à la deuxième question, est-ce que ce n'est pas une forme d'ingénierie sociale qui entre dans les classes? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le programme, il est laissé aux mains des enseignants ou des médiateurs habituels du groupe classe. Ce ne sont pas les personnes de l'équipe qui vont présenter le programme aux enfants. Les personnes reçoivent les mallettes et normalement, c'est clé en main pour qu'ils puissent développer les ateliers qui sont contenus dans le programme. Ce qui fait, et c'est aussi ce que je montre dans ma thèse, que la part d'appropriation du médiateur fait beaucoup sur ce qui se passe en termes de transmission. Et que même s'il y a eu un gros travail sur les messages à transmettre, les messages de prévention, les partis pris sur, par exemple, le fait de ne pas avoir des messages trop moralisateurs ou de dépasser, par exemple, le fait de dire les écrans, c'est pas bien, ou les écrans, il faut passer moins de temps dessus, mais plutôt de favoriser l'idée que pour les écrans, il faut diversifier ce qu'on fait avec. Voilà, que ce n'est pas pareil de regarder un film pendant 2 heures en famille que de passer 2 heures derrière un jeu vidéo tout seul dans sa chambre. Bon, des choses comme ça. Mais ça va dépendre du médiateur lui-même parce que lui, il peut très bien arriver en disant oui, les écrans, vous voyez, c'est pas bien. D'ailleurs, aujourd'hui, on va faire une séance là-dessus. Bon. Donc là, je dis ça de façon très, très grossière, hein, mais en gros, il peut y avoir ça et les subtilités du message ne sont pas forcément celles qui vont être retenues par le médiateur. Après, moi, je mettrais plutôt l'accent sur le fait que ça diversifie un petit peu les façons le rapport aux apprentissages où les enfants vont chercher dans des ressources et essayer d'adopter une démarche voulue scientifique dans cette recherche de vérification des sources, etc. Parce qu'il y a cette part-là aussi dans le projet, plus que de leur faire des choses qu'ils ne maîtriseraient pas. Je sais pas si j'ai vraiment répondu, mais... Bien, j'ai bien aimé la question d'Aurélie sur qui est le chercheur dans sa recherche, et il faut le clarifier de toute façon, et en recherche collaborative, bien entendu. Et je me souviens de cette phrase d'une chercheure française, Florence Rodin, qui disait l'importance de clarifier le jeu dans le jeu de la recherche. Et je n'ai jamais oublié ce titre qu'elle avait donné à son travail. Alors, maintenant, on a 2 autres questions, Clara. Une de... On n'aura pas le temps. On n'aura plus le temps. Mais écoute, peut-être juste pour formuler, d'accord? Parce que les questions, formuler la question, d'accord? Oui, en fait, merci beaucoup pour la présentation qui présentait une démarche vraiment stimulante qui semblait avoir été menée sans anicroche, sans qu'il y ait d'enjeux qui soient pointés sur le terrain. Ma question aurait été celle-là. Donc, justement, quels ont été les enjeux ou les changements au niveau du contexte qui ont fait que la méthodologie, éventuellement, ait eu à être adaptée et comment? Mais ce serait une longue réponse, peut-être. Mettons si on peut la faire courte. Clara, avant de te donner le mot de la fin, Isabelle va formuler la question. Isabelle, par exemple, c'est qu'est-ce qui a motivé en fait de faire une démarche qui porte sur la sensibilisation à la santé environnementale, en fin de compte, sur l'environnement de problème, au lieu de, par exemple, de l'aborder à partir de l'environnement et ses effets thérapeutiques. Et on sait aujourd'hui, plus que jamais, à quel point il y a un effet de co-anxiété ou de nostalgie, d'impuissance par rapport à l'énormité des problématiques actuelles. Et de plus en plus, on tente, surtout lorsqu'on travaille avec des enfants, d'adopter des approches plutôt dans l'esprit de stimuler, d'encourager, de pouvoir découvrir et explorer les dimensions constructives, positives qui nous donnent la force pour faire face aux problèmes. Merci beaucoup pour vos questions. Alors, je serai plus que rapide. Je ne sais même pas si je peux y répondre. Mais écoute, Clara, de toute façon, on a beaucoup aimé te lire dans la revue Éducation relative à l'environnement.
Alors, écoute, ça pourrait peut-être être des pistes pour un prochain article. D'ailleurs, on invite tous les participants à ce colloque. Et tu vois, Clara, j'observe que la caméra qui plonge sur moi, elle fait que je suis petite, tu vois, ça prend beaucoup d'humilité, vois-tu, pour animer. Effectivement, pas très proportionné. Alors, écoute, merci vraiment beaucoup, Clara, pour cette collaboration à ce colloque. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci, au revoir. Alors, maintenant, on accueille Iliane. Iliane marque du IPRES. Et Iliane, il est diplômé en éducation sociale. La maîtrise de recherche dans le domaine de culture de paix, conflit, éducation et droits de la personne. Il a un doctorat en éducation. Il est membre du groupe de recherche en pédagogie sociale et éducation relative à l'environnement de l'Université de Santiago de Compostelle. Il fait également partie, entre autres, du projet RES-Climat sur les réponses sociales et initiatives au changement climatique, comme Adolfo d'ailleurs. Et il est membre aussi du réseau lusophone d'éducation relative à l'environnement Révolution. Alors, depuis 2022, il réalise un stage post-doctoral de 2 ans. Au contraire, il est extrêmement bien vu parmi nous, soutenu par le programme d'aide à la requalification du système universitaire espagnol et par la bourse d'excellence pour étudiants étrangers du Fonds de recherche du Québec. Et ses travaux de recherche se concentrent sur la dimension socio-éducative du mouvement social d'agroécologie et sa relation potentiellement synergique avec l'éducation relative à l'environnement, l'éco-citoyenneté, les transitions éco-sociales et la construction d'une culture de soutenabilité. Merci de nous inviter pour m'accueillir dans le stage et aussi dans ces beaux colloques. Ça fait plaisir de participer. Bon, je demande d'avance, comme je m'excuse pour ma communication française, c'est toujours en train de m'améliorer, mais expliquer ces recherches que j'avais présentées, c'est dans le cadre d'un stage de post-doctorat qui est dirigé aussi pour Adolphe, dans cette internautes. Et bien, c'est dans cette confluence entre l'agroécologie et l'éducation relative à l'environnement. Donc, pour commencer, ce qu'on peut clarifier, c'est de qu'est-ce qu'on parle quand on parle de l'agroécologie, parce que parfois les notions sont un peu mélangées et on établit un point de départ en commun pour se comprendre. L'agroécologie, dans sa forme contemporaine, c'est l'écologie de tous les systèmes agroalimentaires, dans son sens, ça veut dire de la production à la consommation, passant pour tous les étapes, pour tous les acteurs, et tous les actrices et tous les éléments qui sont interliés dans des relations complexes et dynamiques. Et l'agroécologie, donc, s'installe dans une triple manifestation, que c'est comme un ensemble de pratiques productives écologiques, c'est peut-être les plus connues, non? Les pratiques qui sont intégrées aux écosystèmes, en coévolution aux écosystèmes. C'est aussi un domaine interdisciplinaire de recherche, conforme d'abord pour l'agronomie et l'écologie, c'est bien le nom, mais de plus en plus intégré pour des autres disciplines comme des sciences sociales, humaines et aussi naturelles. Et c'est aussi un ensemble de mouvements sociaux autour des droits à l'alimentation et de la solidarité alimentaire et de toutes les transformations profondes du système agroalimentaire. C'est donc un domaine transdisciplinaire il va plus au-delà des contraintes des frontières académiques et des bases pluriépistémologiques, et c'est aussi multidimensionnel parce qu'il intègre différentes approches pour concrétiser les intérêts qui sont développés dans ce domaine. Et une approche technico-écologique plus basée sur les pratiques et sur la relation des pratiques agricoles en relation aux écosystèmes. C'est une partie socio-économique et plus centrée sur les différentes relations qu'on établit
dans les systèmes alimentaires pour produire et consommer et distribuer les aliments. Une partie culturelle qui s'intéresse aux aspects plus anthropologiques et plus aussi ontologiques, épistémiques de savoir et de toute la culture agraire qu'il y a autour pas seulement de la pratique agricole, aussi de toute l'alimentation dans son ensemble, et une partie politique qui s'intéresse aux politiques publiques autour de l'alimentation, mais aussi aux mouvements sociaux émergents qui proposent des formes alternatives et pratiquent des formes alternatives des systèmes alimentaires. Et on propose aussi une dimension émergente éducative que ça comprend tous on dirait l'éducation d'un point de vue formel, mais aussi informel, non formel et informel. Et donc, dans ces recherches, ce qu'on propose, c'est nourrir ces dimensions éducatives, que c'est aussi comme étroitement lié à des autres dimensions de l'agroécologie. Donc, c'est une approche systémique parce que s'intéresse à tous les systèmes et toutes les relations complexes qu'il y a dans le système agroalimentaire. Et c'est un complexe et critique parce qu'il apparaît comme une confrontation au système agroalimentaire industriel et à tous les impacts socio-environnementaux après la révolution verte. Il a un caractère transformateur parce qu'il cherche à transformer le système agroalimentaire, même de proposer des systèmes agroalimentaires alternatifs. Et dans l'approche de la recherche, c'est éminemment participatif et orienté vers l'action. Non? Participatif aussi dans le sens de collaboration entre les différents acteurs et actrices, mais aussi avec des autres groupes citoyens qui ne sont pas autant actifs, mais que l'agroécologie cherche comme engagés à la transformation radicale du système agroalimentaire. Donc, la recherche, c'est qu'on cherche. C'est comme faire confluer les deux domaines, l'agroécologie et l'éducation culturelle du moment, pour se nourrir mutuellement. L'agroécologie à travers les expériences éducatives que les initiatives collectives qui font partie de ces mouvements sociaux agroécologiques développent dans son pratique quotidienne. Et à partir pour nourrir l'agroécologie à travers l'éducation culturelle, à travers un modèle socio-éducatif qui peut donner plus de corps à ces dimensions socio-éducatives que c'est encore émergent. Et toujours l'approche éco-citoyenne, c'est une carte de référence incontournable pour pouvoir faire ces points entre les deux domaines qui partagent autant d'éléments communs. Dans l'aspect méthodologique, ces recherches de postdoctorat s'installent dans un cadre plus large, à long terme, non? Qui commence avec ma thèse de doctorat. Et donc, si bien se concrétise ici au Québec dans une approche, on dirait, plus centrée à travers des études de cas, non? Et plus basée sur l'observation et une étude documentaire, qui ne sont pas autant collaboratifs, mais s'installent dans une logique qui vient de la recherche, de l'approche critique de la recherche, et qui s'est développée au sein du mouvement social agroécologique en Galice, et que c'est partie de la recherche. L'intention, c'est enrichir tous ces processus aussi pour suivre en développant ces dimensions éducatives de l'agroécologie à travers une recherche collaborative qui vient de plusieurs années en arrière et suivre en Galice, j'espère suivre en Galice à mon retour. Et donc, c'est juste un peu pour signaler aussi que si bien cette approche critique autant militante que collaborative imprègne tous les designs de la méthodologie, il y a certains enjeux de recherche, certaines contraintes qui empêchent de faire, de l'appliquer d'une façon, on dirait, comme Adolfo avant dit. Dans mon stage, le faire introduire comme un élément dans une recherche plus longue. Par exemple, c'est besoin de développer des phases préliminaires, précédentes de recherche pour connaître ce qu'on va, des collectifs, des organismes avec qui on va travailler, nous connaître mutuellement, parce que c'est toute relation de coopération, de collaboration est fondée sur une base de connaissances mutuelles, de confiance. C'est une relation qui s'établit au long des années. C'est pas viable ou désirable de faire comme un parachutiste qui arrive et développe quelque chose et se va. C'est pas non plus comme
cohérent. Et bien, aussi, c'est que c'est souvent, que ça arrive souvent, mais ici au Québec, je vais réaliser que c'est un peu plus, qu'il y a un manque d'une identité agroécologique forte chez les initiatives collectives, dans le sens d'une autoperception comme mouvement social. Parce que il y a certains indicateurs que, selon tous les différentes recherches qu'il y a sur le mouvement social agroécologique, qui sont identifiables ici au Québec pour les différentes thématiques que ces initiatives développent et les différentes pratiques, mais c'est difficile de s'auto-percevoir comme mouvements sociaux quand on ne connaît pas tous les autres qui sont engagés dans ces mouvements. De toute façon, j'ai fait une première partie de terrain ici dans les derniers mois, ces premiers mois de l'année, dans cette approche de l'étude des gaz multiples. C'est une première phase de terrain et peut-être sera ampliée dans les prochains mois. Et avec ce qui a sorti, c'est un premier échantillon, dirais, c'est le mot que je voudrais utiliser, mais des pratiques socio-éducatives, des perspectives que ces initiatives qui ont participé à la recherche à montrer, non, et que parfois sont partagés aussi avec les instituts collectifs qui travaillent dans ce mouvement-là en Galice, mais parfois sont différenciés et je dirais qu'ils sont particulièrement innovatrices dans le contexte international et pour les thématiques qui s'intéressent pour le type de pratiques que développent. Et ça nous invite d'entrer dans une description de chaque pratique. Avec une analyse préliminaire, je pourrais identifier comme trois types de pratiques socio-éducatives qui ont été développées dans ces initiatives. Un premier groupe sont les pratiques plus transmissives, qui sont toujours sur la diffusion de savoir et à travers différents moyens, soit des moyens comme des journaux, des moyens écrits, des réseaux sociaux, ou soit à travers de la réalisation, la participation des conférences, des tables rondes, de différents espaces de discussion ou de diffusion d'informations. Et il y a un type de pratiques qui sont les plus, les plus numéros, les plus nombreuses. Merci. Que sont les participatives expérientielles, qui sont autour des savoir-faire, non? Sont surtout dans un côté de mettre les mains dans la terre, d'apprendre des pratiques, pas seulement d'agriculture, pas seulement des aspects plus technico-écologiques, aussi des socio-économiques. On s'est chargé de la partie des budgets du collectif, de l'organisation, de la gestion, de la prise de décision aussi, mais il y a toujours un accompagnement. Il y avait différents exemples de comme cet accompagnement des personnes qui s'incorporent au collectif, c'est des processus formatifs, on dirait, réglés de certaine façon pour commencer à comprendre comment fonctionner autrement dans les relations socio-économiques. Et aussi, il y a une partie importante de discussion, de partage et d'essayer ensemble des propositions qui sont faites dans les différents volets, mais dans les différentes dimensions, mais surtout technico-écologiques et socio-économiques. Il y a un troisième type de pratique qui sont plus ancrées sur la mobilisation des savoirs, des savoirs agir surtout, de la prendre dans l'action collective, de concevoir, construire, même si tous ces trois types sont intéressants, sont complémentaires, se complètent uns aux autres, mais peut-être ce dernier c'est la plus proxime à l'idée de citoyenneté, pour la notion de créer ensemble d'alternatives dans ces cas locaux, ou dans les cas de la CAPES à niveau québécois. Mais c'est ça, c'est d'essayer dans la propre pratique du collectif, d'essayer ensemble de construire des différentes alternatives, mais aussi dans les activités éducatives soi-même, comme penser comme des pratiques éducatives pour des autres groupes qui ne sont pas des personnes qui font partie du collectif ou de l'organisation. Penser aussi pour essayer de construire des réseaux alimentaires, des circuits courts alimentaires alternatifs, en développant par exemple un système de soutenu pour la communauté dans une école, ou même
il y avait beaucoup d'exemples qui travaillent avec des organismes d'insertion socio-professionnelle, et pour les accueillir, par exemple, dans les jardins des nations à Sherbrooke pour apprendre à faire l'agriculture urbaine ou l'aménagement urbain, ou pour créer tout un système de paniers bio dans une école, en impliquant les parents, différents membres de la communauté éducative en partenariat avec les paysans ou les agriculteurs qui préparent ces paniers. Et bon, c'est juste une première approche, une première panoramique de ce que, parce que l'analyse, ça commence maintenant, c'est juste les premiers résultats préliminaires et bon, c'est heureux de partager avec vous que sera comme développement dans les prochains mois. Yann, alors j'ai remarqué dans la présentation de Guillaume sur la permaculture, sur l'agroécologie, on voit un cadre de référence semblable, des idées très semblables. J'imagine que c'est un cadre théorique de vos recherches que vous allez pouvoir à la fois les distinguer et les associer. Est-ce que... non, c'est juste pour les Alors, nous allons donc... Nous allons donc vous demander si vous avez des questions, des demandes de clarification. Ça va? Kylian? Oui, ben oui, j'imagine. Oui, ben en fait, c'est surtout au niveau recherche collaborative. Puis, je voyais il y a comme différents niveaux d'organisation, la café, le réseau, c'est en protocole roulant. Donc, c'est des structures qui parfois représentent une équipe qui travaille sur le terrain, une équipe communautaire, parfois des gens qui travaillent pour un réseau. Comment réussir à mettre en relation, en fait, les données et les expériences vécues avec chacun des quand on est sur des différents strates de grosseur, de relation avec le territoire. Oui, merci. En fait, comme j'ai dit avant, c'est la disposition d'une certaine stage, c'est comme une partie, comme une étape dans ces révisions plus long terme. En fait, l'essence de l'estage, c'est aussi comme de trouver des pratiques qui sont faites dehors, non? C'est ça que je vais nous dire pour connaître ce que c'est fait. Et donc, c'est bien sûr que faut faire le choix des participants, ça fait un travail documentaire pour connaître, parce que j'arrivais ici sans connaître presque rien, comme vous savez, non? Bon, je connaissais quelques initiatives pour les recherches fédérales, pour le beau travail du projet de co-alimentation, pour des autres travails postérieurs que j'ai pu lire, et aussi à travers des collègues de centre, mais c'était comme difficile d'appliquer les critères d'inclusion sans connaître bien l'écologie de ces mouvements sociaux-là. Donc, j'ai essayé de prendre différents contenus des organismes qui sont à différents niveaux pour voir un peu la diversité qu'il y a, des moyens aussi, des approches, non? Parce que ça m'intéressait pour voir un peu ce que c'est fait à différents... C'est vrai que je me concentrais, par exemple, plus ici à ce que je peux arriver avec la facilité, non? À des initiatives qui sont installées ici à Montréal pour Anesthésie, non? Pour les papiers de la recherche. Je me répète plutôt dans le Québec national, mais c'est politique pour moi. Donc, c'était un peu les choix, c'est accidentel, on dirait, c'est comme on dit en espagnol, muestra accidental, échantillon accidentel. C'est un peu pour la situation géographique d'accessibilité. Et de côté, pour ce que j'ai connu, que j'ai en appliquant ces critères d'admission qui sont plus
on dirait, même s'ils ne se reconnaissent pas de façon explicitement agroécologique, en fait, pour que sont comme la contribution de la terre, c'est reconnu comme une épicerie régénératrice, donc il ne parle pas d'agroécologie, mais il parle après des soins alimentaires qui est lié à l'agroécologie. Mais c'est ça, c'est fait comme de façon un peu occidentale, même s'il y a un petit choix. Et après, je ne cherche une approche comparative entre différentes organisations parce que c'est difficile de comparer un organisme comme l'AKP, qui est un réseau de plus de 300 membres au niveau de tout le Québec, avec un jardin collectif à Sherbrooke. C'est deux dimensions complètement différentes. Mais c'est ça précisément qui m'intéresse dans une sens de complémentarité, de comme dans des grands organismes sont fait quelque chose, dans des petits collectifs sont fait des autres choses. Même en Galice, j'ai travaillé beaucoup avec des collectifs informels, qui sont comme des groupes d'achat ou des différents collectifs qui ne sont pas ni organismes, ni sont juste des gens qui, avec des intérêts communs, qui se ressemblent et qui pratiquent, qui essaient de mettre en œuvre des différents systèmes agroalimentaires alternatifs à petite échelle. No? Donc, c'est plus chercher la diversité que chercher une équivalence pour pouvoir comparer. Et je te remercie beaucoup pour ces observations que tu as faites, parce qu'en fait, dans les langues, on a parlé de ça, et comme chaque fois qu'on se voit notre présentation, qu'on parle, on voit comme des prêts, c'est l'agroécologie, de la permaculture. Et je pense que dans l'évolution des approches, sont chaque fois plus qu'une de l'autre. Quelle est la perception ou l'accueil qui te reçoit de la part des milieux qui t'approchent pour cette recherche? Parce que c'est une recherche qui a été, quand tu es arrivé au Québec, tu avais déjà prédéfini des objectifs, une problématique, une intention. Ouais. Alors, comment est-ce que les milieux accueillent une telle perspective? Je dirais que, dans un côté, la réponse, par exemple, des invitations que j'ai fait à la participation, je pense qu'elle a répondu moi d'un tiers. Je pense qu'il y a quelque chose de ça. Nous ne connaissons pas. Donc, c'est une personne qui vient de où, qui nous invite à participer à quoi, mais c'est avec tous les processus de bien expliquer ça, mais c'est ça manque un lien pour commencer à travailler ensemble, non? Et c'est pour ça que ce n'est pas possible de faire pour moi ici un exercice collaboratif en soi, dans l'instance que... Mais je vais référer plutôt à ceux qui t'ont répondu. Oui, ceux qui m'ont répondu très positivement. C'est ça, c'est dans plusieurs cas, bon, surtout en Estrie, on a soutenu la relation aussi à travers de mon amie Sylvie, qui m'a aidé beaucoup à établir des liens de collaboration et de participation à la recherche avec différentes personnes qui participent à différents collectifs. Et c'est un peu comme un réseau, c'est ça, quand on connaît une personne, l'autre personne déjà participe dans on dirait, dans une autre attitude, non? C'est comme si je viens accompagné d'une personne qui sont déjà qui ont une relation préalable, c'est la réponse est complètement différente que si c'est une personne qui vient comme ça, comme un parachutiste, avec comme Alexis a dit, à faire une extraction de données ou de connaissances ou d'informations, non? Sans aucun contexte qui va plus loin. Et parfois, j'essaie aussi d'expliquer que ça va de tout un processus là, mais pour les parties des initiatives, en fait, c'est une action très, on dirait, ils savaient que je ne vais pas partir après, je ne vais pas travailler ensemble pour développer avec ça. Alors, c'était comme un acte généreux de son côté, non? Mais ils ont trouvé une réaction que j'ai trouvée de façon systématique, ce qu'on trouvait très intéressant, et que ce qu'ils apportent va être, par exemple, intéressant pour des autres initiatives comme le même type, mais dans le monde, non? Comme pour se rétroalimenter les uns aux autres et pouvoir comme, partager des expériences de façon peut-être pas directe, mais de façon... Je ne explique maintenant, mais je trouve le mot, mais de façon indirecte, non? À travers de la recherche, bon, peut-être
après sur quelques autres possibilités de collaboration, mais la plupart des gens sont très oui, très réceptifs avec l'idée de pouvoir apporter à ce mouvement dans un endroit. En fait, on aurait pu en parler ce matin dans les enjeux, c'est l'enjeu de la légitimité. Voilà. Et ça m'a pensé, Kylian, de te communiquer une toute nouvelle publication catalane, d'une équipe de l'Université de Barcelone sur l'agroécologie scolaire. Oui, Hermana Miriam Spinet. Oui, je les connais bien. De sortir un ouvrage qui s'inspire des 10 belles histoires que La nouvelle. exactement. Alors voilà, ça chemine. Cet ouvrage, c'était une inspiration pour plusieurs dans le monde. Oui, c'est vrai, je m'en suis rendu compte. Ah, c'est cool. Voilà. Alors, merci vraiment de m'avoir ici maintenant pour que nos collègues puissent nous voir, nos collègues de la République démocratique du Congo. Et actuellement, est-ce qu'ils sont en ligne avec nous? Notre étude s'intitule Étude des rapports au savoir scientifique et de l'engagement éco-citoyen des jeunes secondaires en République du Congo autour du cas de la pollution des fleuves par des activités minières. Malheureusement, le prof Elenguesa qui a collaboré à la collecte de données n'est pas là. Nous allons suivre ce petit plan synthèse qui va aussi avoir des sous-points, des petits sous-points en passant. En fait, cette étude s'inscrit dans le cadre de la recherche des modes alternatifs de l'éducation à l'environnement et au développement durable dans le système éducatif congolais. Puisque, comme vous le savez, les bouleversements qui se font dans l'environnement, dans nos sociétés, et qui nous contraignent de vivre des transitions. On parle de beaucoup de transitions, transition écologique, transition énergétique, transition économique, transition, mais nous avons constaté qu'en République démocratique du Congo, ces différentes transitions qui sont directes ne font pas appel à la transition pédagogique. La transition pédagogique va dans le sens où Denis Chardon et Jacqueline Chardon et même Robin, qui disent que le monde extérieur des établissements scolaires change d'une manière permanente et il y a des bouleversements. Donc, nos pédagogies doivent aussi évoluer, doivent s'adapter aux bouleversements du monde extérieur. Le constat que nous avons fait dans les systèmes scolaires congolais, plus précisément dans les milieux où nous avons mené notre étude, c'est qu'il y a des comportements écologiquement dommageables qui sont posés par des opérateurs économiques. Il y a des acteurs de la société civile qui se mettent en branle pour essayer de riposter, de répondre, mais les jeunes, d'une manière générale, semblent vivre comme si de rien n'était. Ils ne s'inquiètent pas, ils ne s'intéressent pas à ces problèmes. Nous sommes posé la question de quoi s'agit-il, puisque nous savons bien que les jeunes sont reconnus comme des instigateurs de changement et des défenseurs de la cause écologique. Nous sommes allés dans le cadre des systèmes de l'enseignement qui est transmis à l'école. Nous avons découvert que les modes de transmission en éducation à l'environnement et au développement durable dans notre pays demeurent toujours livresques. On suit les programmes. On ne suit pas les événements qui sont à l'extérieur, ce qui implique ou qui favorise cette lassitude des jeunes. Alors que, d'une manière générale, dans beaucoup de pays, des systèmes scolaires sont en mouvement pour transformer le mode de transmission et surtout en éducation à l'environnement et au développement durable.
notre préoccupation était de nous poser la question pourquoi les jeunes ne participent pas à chercher à résoudre les problèmes qui se posent dans leur environnement et comment on peut assurer aux jeunes une éducation qui soit socio-transmissible, une éducation qui les amène à s'impliquer dans les actions environnementales. Donc, le postulat, c'est que le recours à l'approche culturelle d'intégration de la dimension culturelle en éducation à l'environnement pourrait offrir une éducation socio-transmissible. Il est dit d'une manière générale que pour engager les jeunes dans les actions environnementales, il faut aborder les problèmes situés, les problèmes que les jeunes vivent réellement dans leur environnement. C'est ainsi qu'avec nos collaborateurs, les enseignants qui ont collaboré à cette étude et les élèves eux-mêmes, pour les impliquer, pour qu'ils s'approprient la démarche que nous avions voulu expérimenter, ils ont ciblé la problématique de la pollution qui fait débat dans la communauté. Donc, cette étude, pour nous, a le double objectif. Étudier la pertinence de la démarche de Plant-Based Education que nous avions voulu expérimenter dans l'enrichissement des rapports au savoir scientifique d'élèves et aussi dans le développement du sentiment d'agir ou de leur engagement éco-citoyen et aussi étudier l'appropriation de la démarche par les enseignants. Puisque, comme vous le savez, la recherche collaborative a eu son essor dans le domaine de l'éducation, puisqu'on a trouvé que les enseignants étaient en train de transmettre les matières qui leur tombaient de quelque part sans qu'ils sachent d'où ça vient, d'où cela vient, et ils appliquaient des stratégies d'éducation qui leur sont données sans qu'ils participent à leur élaboration. Donc, notre cadre théorique consiste de deux concepts principaux: les rapports au savoir scientifique, qui est un ensemble de relations qu'un apprenant entretient avec tout qui contribue à l'acquisition d'un savoir, et aussi l'engagement éco-citoyen, qui est un passage à l'action pour susciter les désirs de protection ou de reconstitution de l'environnement. Les participants de notre étude sont d'abord les élèves, sur qui nous avons voulu appliquer, expérimenter la démarche, et aussi les enseignants, pour qu'ils voient, qu'ils évaluent et qu'ils donnent leur point de vue afin de les amener à s'approprier cette démarche. La recherche collaborative, comme je venais de le dire, qui a trouvé son terreau fertile dans les sciences de l'éducation, où on dénonçait les enseignants qui étaient à reproduire les matières qui leur venaient de quelque part. Nous avons voulu suivre quelques étapes pour impliquer les enseignants. L'étape de la constitution où nous leur avons parlé du projet et de ce qu'eux devaient faire. Ils devaient agir comme des co-chercheurs, suivre les élèves, mais aussi faire attention à la démarche pour voir dans quelle mesure cette démarche allait donner des fruits ou pourrait être contributive à l'éducation des jeunes. Et les deux phases principales de la production des données, c'était d'abord l'administration du questionnaire bilan de savoir. Le questionnaire bilan de savoir, c'est un questionnaire qui est classique dans l'étude des rapports au savoir, qui stipule que les enfants ne peuvent consigner comme réponse que ce qui a du sens pour eux. Et aussi l'intervention pédagogique. Notre intervention pédagogique a eu 4 activités principales. D'abord, l'observation du fleuve et ses environs, les échanges des jeunes avec les acteurs de la communauté sur la problématique de développement durable du fleuve et la question de la pollution du fleuve. Et après ces 2 activités, les enfants devaient revenir en classe pour discuter sur les faits qui ont été, les faits rencontrés ou ce qu'ils ont appris dans l'observation du fleuve et dans les échanges avec les personnes, les acteurs de la communauté
afin de prendre une position sur la question de la pollution des fleuves. Et entre-temps, il devait documenter le long de la démarche des enjeux en lien avec le développement durable des fleuves. Donc, la production de données a eu lieu grâce au questionnaire, à l'observation et aux entrevues semi-dirigées. Les résultats que nous avons eus, le premier résultat concernait le bilan de savoir. Nous avons trouvé que la question du développement durable du fleuve, qui inclut les enjeux comme la pollution du fleuve. Pour cette question, les jeunes ont identifié des enjeux qui entravent le développement durable du fleuve. Entre autres, la pollution du fleuve lui-même, la pollution des eaux du fleuve et les eaux d'autres rivières qui se déversent dans les fleuves. En citant les causes premières qui sont les activités minières, les effluents industriels et aussi les transports maritimes. La pollution de l'air aussi qui a été citée parmi les entraves du développement durable du fleuve, qui polluent aussi le fleuve à travers les eaux de pluie qui sont polluées et les déchets ménagers, les ordures ménagères, les détritus divers. Est-ce que les enfants s'engagent, oui ou non? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont imaginé comme activité d'engagement? Ils comptent s'engager à délocaliser les activités minières. Pourquoi? Il faut que ces activités minières soient faites plus loin du fleuve, pas tout proche du fleuve, et aussi sanctionner, s'engager à lutter pour faire sanctionner les pollueurs. Délocaliser aussi les industries, les amener plus loin du fleuve, n'est pas autorisé dans un périmètre quelconque. Les usines, les industries qui déversent des effluences dans le fleuve. Mais la question qui nous a intéressés, c'est de savoir est-ce qu'ils sont sur des changements qui peuvent s'opérer à travers leur engagement. Et ça a été là où nous avons mis un plus, c'est-à-dire c'est très faible. Ils ne sont pas sûrs. Ils veulent s'engager, mais ils ne sont pas sûrs de les résultats. Après, nous avons analysé aussi les résultats que nous avons eus sur la base de l'intervention. Après l'intervention, les enfants ont répertorié tous les enjeux qu'ils avaient répertoriés, mais ici, il y a enrichissement. Un enrichissement profond, pourquoi? Puisque, en dehors de la pollution minière, ils ont introduit les activités agricoles à travers les intrants qui polluent les fleuves. Aussi, la flotte marine, comme ils ont dit avant, la pollution de l'air, les déchets ménagers, mais aussi, il y a une dimension de la déforestation et la démographie. Mais dans le changement, donc la détermination de changer les choses, là, il y a une évolution suffisante. Les enfants deviennent beaucoup plus sûrs que leur engagement peut porter des impacts très favorables à l'environnement. Et cela a été dû aux différents échanges qu'ils ont eus avec les personnes, les acteurs de la communauté. Nous trouvons ici, parmi les facteurs engageants, les facteurs d'engagement concitoyen par circonstance, en excursion, nous avons trouvé qu'il y a une prévalence de facteurs affectifs. Ces facteurs affectifs qui fait que l'éducation à l'environnement soit compris comme une éducation à l'altérité, puisque en trouvant les communautés qui ne dépendent que de l'eau du fleuve, comme l'eau pour tout, à tout faire, les jeunes comptent s'engager pour que leurs confrères, les communautés ne puissent pas tomber dans des situations de maladies ou de décès à cause de la pollution. Et dans les échanges, c'est beaucoup plus le facteur cognitif qui est le facteur de base pour l'engagement des jeunes, mais dans les débats aussi, c'est le facteur cognitif
les autres facteurs suivent. Et d'une manière générale, l'intervention a démontré que ce sont les facteurs cognitifs qui sont à la base de l'engagement des jeunes, mais les facteurs affectifs ne sont pas moindres. Ce sont les facteurs affectifs qui suivent. Après, nous avons les facteurs situationnels et le facteur patrimonial qui démontre que l'éducation à l'environnement, c'est une éducation qui doit tenir compte de l'éducation à la territorialité. Les enfants veulent protéger leur territoire. Nous allons nous engager pour protéger notre territoire. Et aussi, les facteurs ressourcistes, il faut s'engager pour protéger les écosystèmes marins. Le regard des enseignants qui ont collaboré avec nous, donc la sortie, toute l'intervention a été très appréciée par nos collaborateurs, très appréciée, puisqu'ils ont vu des écarts entre les résultats que nous avons eus avec le bilan de savoir et les résultats que nous avons eus avec l'intervention pédagogique. La sortie d'observation, pour eux, devrait favoriser les interactions apprenants membres de la communauté. Ça, ce sont leurs suggestions. C'est-à-dire, dans la communauté, lorsque nous sommes partis avec les enfants, il fallait laisser les enfants dialoguer beaucoup plus avec les membres de la communauté pour savoir qu'est-ce qu'ils vivent par rapport au problème de la pollution des fleuves. Et solliciter que les acteurs de la communauté puissent, à un certain moment, faire visiter certains sites qu'ils trouvent bons à faire visiter pour que les jeunes comprennent leurs préoccupations environnementales. Pour les échanges, ils ont plutôt voulu que les échanges ne se fassent pas dans les bureaux des personnes, des acteurs, pour que ça ne puisse pas donner un caractère bureaucratique. Il fallait trouver un terrain et aussi faire des échanges expérientiels, comme je peux dire entre guillemets. Les acteurs de la communauté devaient porter les enfants vers certains sites qui sont critiques pour la pollution du fleuve, pour que les enfants puissent les visualiser, les voir et les critiquer. Par rapport au débat que les jeunes ont eu entre eux, les enseignants ont tout simplement apprécié et ont demandé qu'on instaure l'éducation au débat dans leur école, et ce qui est bien sûr apparenté à l'éducation à la démocratie, et que les débats des jeunes soient largement médiatisés et passés peut-être au niveau des chaînes de télévision ou de radios. Autre suggestion pour les enseignants, c'est faire intervenir les acteurs significatifs de la communauté à l'école, au lieu tout simplement d'amener les enfants vers les acteurs de la communauté, ce qui prendrait beaucoup de temps. On peut prendre des acteurs significatifs qui viennent intervenir dans certains cours sur les questions qui concernent l'environnement, et faire réaliser aussi des projets extrascolaires ensemble entre les acteurs de la communauté et l'école, les acteurs de la communauté et les élèves, pour renouer ce sentiment ou ces liens entre l'école, la communauté et l'environnement. Et quelques préoccupations, des préoccupations que nous avons constatées chez les enseignants, c'est le défi pédagogique. Ils ont posé la question comment on peut évaluer les activités des jeunes dans une telle démarche et comment on peut organiser les temps. Ce sont des préoccupations qui sont restées aussi pour nous. Ici, en conclusion, nous avons tout simplement remarqué que les jeunes que nous confrontons, et les enseignants l'ont aussi remarqué, les jeunes que nous confrontons entre les quatre murs de l'école ont un potentiel éco-citoyen qui est très favorable. Il faut les amener là où il y a des problèmes pour voir leur degré de réflexion et leur degré d'implication. En plus, il y a la préoccupation pour l'amélioration que les enseignants ont montré leur degré d'appropriation de la démarche et de poursuivre cette démarche. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, Marcel, pour cet exposé. Alors, non seulement
on a pu prendre connaissance de cette démarche pédagogique en 3 étapes absolument pertinentes et aussi les constats observés à partir du vécu de cette démarche-là. Et en particulier, je retiens l'importance de l'éducation au débat. On n'en parle pas suffisamment, qui est tout à fait en lien avec l'éducation à la démocratie et l'intérêt de faire intervenir une communauté éducative. Alors, merci. Ici, on est une trentaine de personnes, Marcel, dans la salle. Malheureusement, le dispositif de caméra ne nous permet pas de partager là, le regard sur la salle ici, mais les gens vous ont bien entendu et on a un petit moment pour d'échange ou de questions de la part de nos collègues ici. Alors, est-ce que certains d'entre vous auraient un commentaire, une question? Ah, mais... Oh! C'est fantastique. Vraiment, Marcel, vous êtes le premier interlocuteur à distance à voir la salle. Alors, voilà, Marcel. Donc, est-ce que quelqu'un parmi vous aurait un commentaire, une observation? Je me demandais, dans le tableau que vous avez montré, est-ce que c'est les jeunes qui ont déterminé, dans le fond, les façons de solutionner les problèmes de pollution de l'air, de pollution de l'eau? C'est des idées qui sont venues des jeunes ou de vous? Je ne comprends pas bien la question. Est-ce que c'est les jeunes qui ont solutionné? Oui, dans le fond, le tableau récapitulatif que vous avez présenté, je me demandais si c'était les jeunes ou si c'était vous qui avez... Est-ce que je ne sais pas si je peux relancer les tableaux. Il va remontrer les tableaux. Ah, oui, certainement. On est à quel tableau? Vous faites allusion à quel tableau? Il y en avait 2. Il y avait celui avec la pollution de l'air, pollution de l'eau, puis... Les sources. Les sources. Oui, le premier ou le second, les 2 ici. Les plus, là. Puis là, dans le fond, je me demandais ces solutions-là, peut-être pas le bon mot, ce serait pas la colonne solution, mais la deuxième colonne, je me demandais si ça venait des jeunes, si ça venait de vous. Oui, les solutions qui sont proposées dans les tableaux sont des jeunes qui proposaient ces solutions, c'est-à-dire pour arriver à résoudre le problème, par exemple, de la pollution des eaux. Je pense que la question était claire et vous avez bien répondu. C'est bien. Merci. Alors, on va voir si dans la salle, il y a une autre intervention, question. Moi, j'en aurais une, Marcel. Oui. On a vu comme titre de certaines diapositives qui questionnaient le développement durable du fleuve. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'utiliser une autre expression pour désigner, par exemple, l'intégrité du fleuve, la santé environnementale du fleuve, ou je ne sais trop, parce que est-ce que ce n'est pas un peu étonnant de parler du développement durable du fleuve? Le fleuve n'étant pas en développement et on n'a pas à développer le fleuve non plus, peut-être que c'est sûr qu'il y a parfois des expressions qui nous sont fournies comme ça de façon ambiante, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une autre expression que le développement durable du fleuve? Ah oui, je comprends. J'avais aussi ce souci de cette expression au début. C'est en lisant beaucoup d'articles, beaucoup de produits de recherche des éminents professeurs qui travaillent sur le développement durable. Qui ont travaillé sur le développement durable du fleuve Saint-Laurent, le développement durable du fleuve la Seine en France, le développement durable que j'ai compris alors que signifiait le développement durable, c'est pratiquement une façon de voir dans quelle mesure on peut mener à bien les activités qu'on peut faire avec les rapports
aux fleuves, les rapports aux fleuves qui doivent préserver la santé des fleuves, la santé des écosystèmes qui vivent dans les fleuves, la santé donc. C'est un terme, bien sûr, qui m'a paru au début aussi difficile comme vous à comprendre, mais après tout, j'ai fini par comprendre et l'intérioriser, puisque à force de lire certains articles, certaines productions scientifiques des éminents professeurs, j'ai compris que c'est un terme approprié. Alors, ben, écoutez, je pense que ça se discute. Alors, voilà, c'était mon observation. Donc, est-ce que ici dans la salle, il y a une autre observation ou commentaire? Mais Marcel, ça nous a fait plaisir de vous entendre. Merci d'avoir partagé cette recherche avec nous. Merci.